le Student Green Office te présente le deuxième épisode, Au grand air. Dans cet épisode, on s'intéresse à la pollution plastique des eaux. Où en est-on aujourd'hui dans la lutte ? Quels sont les acteurs qui pèsent dans la balance et quels sont leurs leviers d'action ? Chaque année, c'est 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui finissent dans l'océan. C'est juste terrifiant. Alors, avec notre invité, Gaëlle O, qui travaille au sein de l'organisation Survivor Foundation Europe, on va discuter de ce qu'il a été fait et de ce qu'il reste à faire. Bonjour Madame O et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Créée en 1990 par un groupe de surfeurs, Surfrider Foundation Europe, c'était une association de bénévoles luttant pour la protection de l'océan et du littoral. L'association a depuis évolué en une ONG de dimension européenne qui travaille sur 3 domaines d'intervention. Les déchets aquatiques, dont la pollution plastique, la qualité de l'eau et la santé des usagers, et finalement l'aménagement du littoral et le changement climatique. Vous travaillez également sur 3 leviers d'action, la sensibilisation, les plaidoyers politiques et l'expertise juridique et scientifique. On a beaucoup entendu parler de vous en 2014. Vous aviez un slogan qui a beaucoup marqué les esprits. « Jeter par terre, c'est jeter en mer ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, c'était un slogan qu'on voulait marquant pour le grand public. C'était pour responsabiliser les urbains notamment, parce que ça peut nous sembler loin en fait. Quand on jette un mégot en ville, par exemple à Bruxelles, ça peut nous sembler loin du littoral. Et c'était une façon d'interpeller. Après, je précise tout de suite qu'on est très clair sur la responsabilité, elle est partagée entre tous. Et quand on dit entre tous, c'est bien citoyens, c'est aussi le secteur privé et c'est aussi les décideurs. Et que pensez-vous du discours présentant le recyclage ou les bioplastiques comme la solution ? Est-ce qu'avec la quantité de plastique déjà présente sur Terre et dans les océans, cette solution est vraiment crédible ? On est face à une production qui est énorme, qui est colossale de plastique. Et c'est pas avec des petites solutions à la marge, des petits pincements qu'on va réussir à faire face à cette pollution. Donc le recyclage, par contre, je vais bien différencier les 2 solutions que vous présentez. Le recyclage, on trouve ça positif. En revanche, on alerte vraiment sur le fait que c'est pas la solution qui va nous permettre de faire face à la pollution plastique. On dit que c'est une solution parmi d'autres et c'est peut-être pas celle qu'il faut privilégier le plus. On insiste vraiment sur le fait qu'il faut privilégier la prévention, réduire à la source. Et effectivement, le recyclage, c'est un des panels, c'est dans le panel de solutions. Les bioplastiques, par contre, là, on est très très clair, ce n'est pas une solution. C'est du marketing. Pour nous, ça relève du greenwashing. C'est-à-dire, on essaie de faire croire à un citoyen que ce matériau alternatif va va résoudre tous nos problèmes. Et en réalité, il contribue au problème également. Un bioplastique, c'est dans le nom, ça reste du plastique. Et le bio est très trompeur, en fait. Ça recouvre des réalités très différentes. Je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail, mais un bioplastique, ça peut être à la fois un plastique qui est biodégradable, ou ça peut être un bioplastique qui est, on va dire, biosourcé. Donc déjà, c'est 2 réalités très différentes. Un biodégradable, le terme, c'est juste la fin de vie. Ça indique que normalement, dans des conditions qui sont très spécifiques, il peut se dégrader dans un temps qui n'est pas immédiat. Et le biosourcé, là, c'est une indication sur sa composition. Il y a une part de ce plastique qui est issue de la biomasse. Mais là encore, c'est une part. On a jusqu'à 70% de ce biosourcé qui peut être issu du pétrole. Et donc, c'est assez trompeur pour le consommateur citoyen qui croit que c'est une solution intéressante. Et en fait, nous, on alerte beaucoup sur le fait que dans le milieu marin, c'est exactement les mêmes conséquences sur la faune, sur le milieu, sur notre santé à terme. Donc, merci d'amener ces 2 sujets qui sont très préoccupants pour nous. Et donc vous parlez notamment de couper le robinet, ou en tout cas de réduire drastiquement la production. Est-ce que là-dedans vous voyez une place pour l'acteur public, le législateur ? Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans cette réduction ? Et si oui, lesquels ? Ah, totalement, il a toute sa place à jouer. C'est un peu... Pour nous, la crise plastique, elle est tout aussi préoccupante que la crise climatique. Elle y contribue d'ailleurs. Et pour nous, le rôle du législateur, du décideur qui est législateur, c'est justement de donner une direction et donc de prendre des mesures pour notamment retirer du marché tout ce qui est le plus néfaste. Donc sur les plastiques, par exemple les plastiques à usage unique, il a clairement une action à faire, c'est-à-dire les écarter. On ne peut pas continuer à produire des choses qui n'ont pas de durée en fait. On marche sur la tête quoi. Donc on attend beaucoup du législateur, on attend beaucoup aussi du secteur privé. Ce sont eux qui mettent sur le marché les produits, donc là, leur responsabilité est immense.
ils ont la possibilité, ils ont la responsabilité de revoir leurs produits, la conception de leurs produits, la façon dont ils sont distribués. Et in fine, voilà, le consommateur a aussi son rôle en tant qu'acheteur qui consomme. Mais vraiment, c'est une responsabilité qui est partagée. On attend beaucoup des décideurs et du secteur privé, effectivement. Et au niveau du secteur public, quel type d'action entreprend Surfrider ? Alors, beaucoup d'actions grâce à nos bénévoles et à tous ces citoyens qui nous soutiennent. On essaie d'influencer les décisions qui sont prises. Ici, moi, j'ai une responsabilité plutôt envers les institutions européennes, mais j'ai des collègues qui agissent plutôt au niveau national et on a tout un tas de bénévoles qui agissent au niveau local. L'idée, c'est de faire en sorte que des mesures soient prises pour limiter les dégâts et pour, par exemple, interdire certains plastiques à usage unique, pour promouvoir le vrac, pour promouvoir le recyclage aussi, même si, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas notre solution numéro 1, mais ça fait partie de la solution. Pour que le principe de pollueur-payeur soit respecté, etc. Donc on fait du lobbying en quelque sorte, quoi, même totalement. C'est de la représentation d'intérêt, donc on rencontre les décideurs pour les alerter, leur passer la science, leur dire voilà, les rapports sont alarmants. On a des chiffres, dans l'océan il y a plus de microplastiques qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie, c'est pour vous donner, c'est un chiffre assez frappant qu'on donne pour que vraiment il y ait une prise de conscience. On a un impact du plastique sur les animaux marins qui est effarant. On a retrouvé dans près de 99% des estomacs des fulmars, c'est des oiseaux qui sont en mer du Nord, du plastique. Il est dans la bière, il est dans l'eau, il est dans les aliments, il est maintenant dans le placenta, c'est prouvé, des bébés non encore nés. Donc on en est dans des proportions terribles, avec des conséquences sur la santé qui sont potentielles, parce qu'elles sont très dures à prouver, mais elles sont potentielles, on utilise ce terme, mais elles sont très bientôt, on pourra dire qu'elles sont avérées, avec des conséquences sur la fertilité, sur... probablement des cancers, etc. Donc vraiment on alerte, on a ce travail-là de prise de conscience qu'on veut susciter chez les décideurs et bien sûr on veut des mesures en face. Il y a déjà des mesures qui ont été prises, il y a des mesures qui ont été prises aussi à Bruxelles au niveau local. On a vu par exemple les plastiques à usage unique qui ont été retirés des festivals, ça c'est des choses qui sont très positives. Mais il y a encore plein de choses qu'on peut faire, notamment sur les microplastiques et notre combat actuel. On comprend donc que le niveau politique a clairement un rôle à jouer, mais vous en avez déjà un peu parlé, mais les grands producteurs sont les industriels, et on entend beaucoup parler, notamment, il y a des grandes marques, pour ne pas les citer, comme Coca-Cola, qui travaillent beaucoup sur une communication, notamment sur le recyclage. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? Est-ce que vous pensez que c'est uniquement de la communication ? Est-ce que c'est du greenwashing ? Ou est-ce que ces entreprises... Vous avez des chiffres ou vous avez quelque chose pour nous montrer que ces grandes entreprises font vraiment des démarches et que ce n'est pas uniquement de la communication ? C'est difficile de répondre à votre question. Je dirais que ce n'est pas tout noir ni tout blanc. On a et on voit un mouvement surtout des petites entreprises qui viennent avec plein d'idées, une vraie volonté sincère de changer les choses, qui revoient la façon dont elles produisent leurs produits, dont elles les distribuent. On voit qu'il y a vraiment un effort de fait, ils veulent comprendre la problématique, ils veulent changer. Et ça, c'est vraiment très positif. On fait face aussi à des grands groupes qui, eux, ne veulent pas changer et qui font même pire que ça, qui font tout pour que rien ne change. Et c'est le cas notamment dans leur pratique de lobbying, de représentation d'intérêt, où on voit vraiment un double discours. Il y a ce discours très positif auprès du citoyen, effectivement, où il s'affiche comme encourageant le recyclage, mais de l'autre, on est face à eux dans les institutions et on voit qu'ils font tout le contraire, à pousser des amendements pour que, surtout, il n'y ait pas augmentation des objectifs de recyclage et d'autres choses beaucoup plus graves. Donc, on appelle à vraiment un effort. C'est compliqué parce qu'il y a plein d'informations contradictoires et il faut beaucoup se renseigner, mais vraiment en tant que consommateur et citoyen, de ne pas se faire avoir par ces discours et d'aller chercher peut-être un peu plus loin. Et c'est aussi grâce à ce mouvement citoyen qu'on voit que des entreprises prennent des engagements comme ça, aussi forts, en tout cas, on va dire publiquement.
Il y en a encore qui doivent aussi changer dans la sphère privée, c'est-à-dire vraiment qu'il y ait un accord entre leurs actes et leurs dires. Mais c'est grâce à ce mouvement citoyen, à cette prise de conscience, aussi le relais des médias, qu'on a maintenant ce mouvement où en fait les grands de ce monde, même Coca-Cola, est obligé de montrer qu'ils veulent changer leur façon de faire. Les équipes de Cache Investigation ont mis en évidence dans le reportage Plastique, la grande intox, une des vraies campagnes de la part des grandes entreprises visant à faire porter la responsabilité de la pollution plastique sur les citoyens. Vous l'avez déjà un petit peu abordé, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus comment est-ce que vous voyez ce partage de responsabilité et la place du citoyen dans cette lutte contre le plastique ? Pour nous, c'est clair, la pollution plastique, c'est 100% une pollution dont l'humain est responsable. Donc on est tous responsables. On aimerait que ce discours soit aussi celui de l'industrie quand elle s'exprime auprès des décideurs, parce que vous l'avez très bien dit, et c'est ce qui a été montré dans ce reportage, qu'effectivement, ils mettent la faute sur le consommateur, c'est lui qui jette, les déchets dans l'océan, c'est le consommateur, qui n'est pas responsable, etc. Et c'est dommage, pour ne pas dire autre chose, de voir ce manque de reconnaissance, parce que les produits, qui décident de la conception des produits, qui décident de mettre un produit qui n'est pas recyclable sur le marché, qui décident de mettre un produit avec des microplastiques comme ingrédient, et là le consommateur n'est pas au courant, qui décide de faire ça, c'est l'industrie, elle, qui a conçu son produit, et de la même façon sur les façons dont est distribué le produit. Pourquoi on n'a pas plus de vrac aujourd'hui avec des produits, avec des bouteilles qui se remplissent, etc. C'est pas vous et moi qui sommes responsables là. En revanche, on a une responsabilité et on a un pouvoir d'action, effectivement, en tant que citoyen et consommateur. Ça passe par notre vote, ça passe par nos choix de consommation, ça passe par notre mobilisation aussi dans des associations ou même relayer un discours. Je sais pas, les auditeurs, rien que parler de cette interview, de ce podcast, etc., ça a un impact en fait, ça fait réfléchir les gens et ça interpelle. Et comme je le disais, aussi s'informer, c'est-à-dire ne pas prendre l'information telle qu'elle vient comme acquise et essayer d'aller plus loin et de réfléchir à ce qu'on nous sert aussi. Mais on constate quand même, comme vous le dites, mais qu'il y a aussi une prise de conscience déjà assez conséquente auprès de la société civile, en tout cas, que ce plastique, que ce n'est pas durable, cette consommation de plastique, que la pollution et ses impacts environnementaux sont vraiment trop importants. Mais les leviers d'action semblent parfois être un peu loin et compliqués à activer à notre échelle, surtout quand on voit notamment l'argent, parce que quand même on peut en parler, la puissance que dégagent les grosses entreprises et des campagnes de responsabilisation individuelle, ce genre de choses. Mais quels sont les leviers d'action en tant que citoyen pour faire bouger ces gros acteurs économiques et les acteurs publics ? Il y en a plein des leviers d'action. Je sais que ça peut paraître loin, mais à un moment donné, il y avait un mouvement, je crois qu'il a un peu plus cessé. Bon, avec le Covid, ça a évidemment un peu cessé, mais c'est Plastic Attack, où en fait, c'était des citoyens qui refusaient le suremballage en allant dans les commerces, en faisant leurs courses et en fait en laissant l'emballage qui était en excès. Donc ça, c'est des actions qui sont fortes, c'est des actions de terrain. Je vous disais, il y a l'action aussi quand on vote, quand on a appelé à voter. Donc là aussi, c'est interpeller peut-être des candidats en leur disant « Écoutez, mais vous faites quoi pour l'environnement ? Vous faites quoi pour la pollution plastique ?» Il y a aussi, il y en a qui vont très très loin et c'est un mouvement qui est grandissant, des citoyens qui vont vers le zéro déchet. Alors bien sûr, c'est un effort qui est conséquent. On espère aussi que ce n'est pas qu'un mouvement citoyen et qu'en face, voilà, les industriels vont aussi changer, les supermarchés vont changer la façon dont ils exposent et offrent entre guillemets leurs produits. C'est plein de choses à Bruxelles, sur le campus par exemple. Je sais que vous avez un groupe qui est très actif, il y a plein de gens qui peuvent intégrer ce groupe, essayer de faire des choses, faire changer. On a vu des campus où il y avait des machines à café avec des gobelets à usage unique qui étaient proposés. On a eu des étudiants qui sont mobilisés pour demander que ça cesse. Il y a plein de choses qui sont possibles. La mise en place de fontaines à eau sur le campus. Il y a plein d'actions en fait, à notre niveau qu'on peut exiger. Et ça, on invite tout le monde à se mobiliser. Il y a des pétitions qui peuvent être signées. C'était assez fort pour nous, en tout cas. C'est un soutien énorme pour une association qui fait du plaidoyer. On a eu 800 000 signatures demandant à la Commission européenne d'agir au niveau européen pour des mesures contre le plastique à usage unique. Et 800 000 signatures, c'est exceptionnel. On a des sondages qui sont faits qui prouvent que plus de 90% des gens veulent des mesures contre le plastique. Et ça nous aide beaucoup.
Donc il faut rester mobilisé avec de l'espoir, essayer de privilégier des petites, peut-être des petits entrepreneurs qui font des efforts face aux grands groupes qui n'en feraient pas. Et interpeller aussi sur les réseaux sociaux. Écoutez, Coca-Cola, moi j'en ai marre que vous me serviez ces bouteilles et je sais qu'elles ne sont pas recyclées et qu'elles sont envoyées en Asie. Bon, je donne un exemple, hein, c'est pas forcément le cas. Mais on a un vrai pouvoir maintenant aussi avec les réseaux sociaux d'interpeller, de dénoncer ces marques qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Eh bien, ça donne plein de bonnes idées pour nos auditeurs. Il y a plein de manières de s'engager. Vous avez sûrement aussi des grands objectifs pour 2021. Quels sont-ils ? Alors, au niveau européen, on a une grosse directive en 2019 qui nous permet d'espérer que les États vont jouer le jeu et qu'en juillet 2021, ils vont bien interdire toute une série de produits plastiques à usage unique qui étaient hyper néfastes et pour lesquels des alternatives existent. Donc, on a bon espoir que ça soit en place. Donc, le gros travail de 2021, ça va être de veiller à ce que ça soit bien fait, que tout le monde joue le jeu. Et qu'il n'y ait pas de substitution, par exemple, des nouveaux matériaux tout aussi nocifs qui soient utilisés à la place, etc. Donc ça va être un grand enjeu. Et sinon, les microplastiques, c'est un gros combat. Il faut savoir qu'il y a des microplastiques qui sont ajoutés à notre insu dans tout un tas de produits de notre quotidien. Ça va du shampoing au dentifrice, aux crèmes, plein de choses. Donc ça, c'est les cosmétiques, mais il y en a aussi dans les peintures, il y en a aussi dans les produits de nettoyage. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, on lutte pour que en fait, les industriels ne soient plus autorisés à ajouter des microplastiques à leurs produits. Et puis, on a tout un tas aussi de pollutions microplastiques, par exemple, qui viennent des textiles, etc. Et là aussi, y a des efforts à faire pour mieux capturer ces microplastiques pour qu'ils n'atteignent pas l'environnement ensuite. Et aussi, écarter peut-être les textiles les plus nocifs, etc. etc. Donc, il y a plein encore de combats à mener. Parce que, voilà, vous l'avez dit, l'état de l'océan, l'océan ne va pas bien. Et il faut vraiment agir maintenant parce que sinon, c'est déjà très compliqué maintenant, mais on parle de millions de tonnes de plastique dans les océans d'ici quelques années et je pense que ce n'est souhaité par personne. Pour finir, on aime beaucoup demander à nos invités une recommandation, un livre, un documentaire, un événement ou quelque chose pour aller plus loin. Est-ce que vous auriez une petite recommandation à faire ? Alors j'ai une recommandation, mais alors c'est une recommandation Surfrider, c'est-à-dire qu'on a une exposition qui est en cours au musée des égouts de Bruxelles. Donc ça peut paraître aussi curieux, j'espère que je vais attirer la curiosité de tous. C'est une exposition sur les microplastiques. En fait, on est invité à entrer dans un code étudiant. Et ce code, c'est le code d'un étudiant qui est en biologie. On ne sait pas très bien si c'est une fille ou un garçon, le mystère est entier. En tout cas, c'est quelqu'un de très intéressé par l'environnement. Et en fait, on voit dans son quotidien, il se lave les dents comme tout le monde avec un dentifrice, il mange, etc. Et en fait, on voit toutes ces sources de plastique qui sont un peu à son insu, en fait. Lui, il aimerait faire plus, mais en fait, il est aussi bloqué dans son quotidien par ces sources malgré lui, qui génèrent aussi de plastique. Et c'est super intéressant. Le musée des égouts est aussi hyper intéressant. On apprend plus sur le cycle de l'eau, la façon dont le canal, etc. a été pensé à Bruxelles. Je crois qu'il y a une opération, c'est en plus gratuit pour les étudiants en ce moment. Donc je vous invite vraiment à voir l'expo. Elle est sinon jusqu'au mois de juin. Et il y aura sans doute des actions aussi réalisées par nos bénévoles, parce qu'on a un groupe à Bruxelles de Surfrider Bruxelles, avec des étudiants, pas des étudiants, beaucoup d'internationaux. Donc je vous invite à vous renseigner, à aller voir l'exposition, elle est aussi visible en ligne. Un tout grand merci Gal-O d'avoir été avec nous pour ce podcast. Et on vous souhaite une belle année 2021, on vous remplirez un maximum de vos objectifs. Merci beaucoup. Avec Surfrider, c'est un tableau assez clair qui s'est dessiné. La pollution plastique est l'affaire de tous, à différents niveaux, publics, privés, citoyens, et avec différents leviers d'action. On s'est aussi posé la question,
Pourquoi est-ce si dur pour nous, individus qui consommons du plastique, de changer notre comportement et d'arrêter cette consommation ? 10 tonnes de plastique produits par seconde dans le monde. En 65 ans, l'humain a produit 9 milliards de tonnes de plastique. Il y a aujourd'hui 1,6 million de kilomètres carrés de détritus marins, soit 3 fois la superficie de la France. On ne t'apprend pas grand-chose là en fait. On les connaît ces chiffres, on les entend partout et depuis un bout de temps. On le connaît l'enjeu de la pollution plastique. Mais alors pourquoi est-ce si dur de changer nos comportements ? On connaît les enjeux et pourtant combien de fois on rentre chez nous le panier plein d'emballages après avoir fait des courses ? Pourquoi éviter le plastique n'est toujours pas un critère déterminant dans nos choix de consommation ? Alors on ne veut pas rentrer dans un discours culpabilisateur, mais on est convaincu qu'il faut comprendre les mécanismes de notre consommation pour pouvoir les changer. Alors pourquoi est-ce si dur de consommer de manière cohérente ? Pourquoi c'est si dur de changer alors qu'on connaît pertinemment les effets dévastateurs de l'utilisation du plastique sur l'environnement et particulièrement sur la biodiversité ? Pour mieux comprendre ce qui rend si difficile ces changements dans nos choix de consommation, je suis aujourd'hui avec Tom Böhler. Tom Böhler, vous êtes économiste de formation et co-titulaire du cours Psychologie de l'environnement, de la communication et de la consommation, dans lequel vous abordez la sociologie de la consommation. Monsieur Böhler, bonjour. Bonjour. Pour partir sur de bonnes bases, pourriez-vous nous définir 2 concepts ? C'est quoi la consommation et qu'est-ce qu'un consommateur ? Oui, je pourrais essayer de définir effectivement ce qu'est un consommateur et une consommation. Je crois le plus facile, c'est ce qu'on sait. On est dans une société de consommation de masse, et donc forcément, par définition, nous sommes tous consommateurs et nous sommes tous en train de consommer tout le temps. On se compris là maintenant, on est en train de consommer du service, sachant que je suis payé en tant qu'académique de l'université et vous êtes en train de consommer mon temps quelque part. Donc ça fait aussi partie de la consommation et du consommateur. Maintenant, moi je travaille sur les questions environnementales d'une manière un peu plus large, donc on se compris des problématiques climatiques, des biodiversités et toute une série d'autres problèmes. Et dans ce cadre-là, généralement, si on commence à parler de consommateurs et de consommation, c'est plutôt dans l'idée de viser les potentielles consommations ou modes de consommation qui posent problèmes environnementaux, donc qui sont à la base de toute une série de problèmes environnementaux, notamment de changement climatique. Et là, la consommation devient en fait cet acte qui génère après toute une série de problèmes en fait, environnementaux que nous voudrions essayer de faire disparaître. Et donc forcément, la consommation, elle prend aussi une connotation de, comme ça, vous l'avez dit un peu en introduction, de comment maîtriser un certain nombre alors soit de les impacts, ce qui serait le plus facile, et si ça suffit pas, alors maîtriser certains modes de consommation. Et donc les consommateurs, oui, c'est nous tous, effectivement. Et donc nous consommons, dans une lecture purement économiste, on consomme des biens et des services. Et dans une lecture peut-être un peu plus sociologique, on est inséré dans notre quotidien, dans toute une série de pratiques extrêmement enchevêtrées qui ont aussi trait à des aspects de consommation. Donc là, on n'est pas vraiment en train de consommer quelque chose, mais nous sommes dans une sorte de pratique qui est basé sur un échange, et cet échange, il implique effectivement l'utilisation d'un certain nombre, ne serait-ce que d'artefacts par exemple, et ces artefacts, à un moment donné, il a fallu les acheter, et donc il a fallu les produire, et donc par la production, mais par aussi les matières qui sont nécessaires à leur production, et par leur utilisation, on génère ces problématiques environnementales qu'on voudrait idéalement maîtriser. Donc la consommation, et ça c'est peut-être là aussi parce que vous m'invitez par le biais du cours dans lequel j'interviens avec Sabine Paul. Je suis un peu le pilier, effectivement, de la sociologie de la consommation, alors que Sabine Paul se charge de la psychologie sociale. Et c'est relativement intéressant, je crois, dans ce cours-là, donc c'est un cours de Master 2, mais c'est relativement intéressant de rassembler dans ce cours-là, en fait, ces deux perspectives, parce qu'a priori, elles sont très difficilement rassemblables. Donc elles viennent avec des conclusions et des points de départ qui sont en fait assez diamétralement opposés. Et donc c'est un cours qui est un peu bizarre parce qu'il essaye de raconter, de discuter de deux choses qui sont a priori identiques, donc les problématiques de consommation dans les problématiques environnementales, mais en proposant des perspectives qui sont inconciliables jusqu'à un certain degré. Donc d'après ce que vous nous dites, la consommation, c'est plus que l'acte d'acheter uniquement. On consomme en fait en permanence. Mais quels sont les facteurs qui
qui nous aide à construire ces comportements de consommation et quels facteurs construisent cette consommation? Alors si on est effectivement dans une lecture où l'acte de consommation en tant que tel n'existe pas, parce que voilà, c'est les sciences économiques qui nous ont proposé ça, qui disent nous sommes tous agents économiques, soit du côté du consommateur, soit du côté du producteur, et les deux types d'agents économiques impliquent nécessairement de poser des actes plus ou moins raisonnés, plus ou moins rationnels, pour assouvir à une série de nos pulsions ou une série de nos besoins pour atteindre un niveau de bien-être de plus en plus meilleur. Et donc dans un entendement économique, il y a effectivement cet acte de consommation, ça existe. Et donc on est censé rentrer dans un supermarché le soir après avoir travaillé et de se dire ok, ce soir j'ai besoin de manger, voici ce qui est dans mon portefeuille et quelle est la décision la plus rationnelle posée en tant qu'acte de consommation pour remplir mon panier et aller à la maison pour assouvir ce besoin de manger. Mais bien évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, ne serait-ce que quand on rentre dans son supermarché, parce que généralement on va déjà dans son supermarché, pas dans un supermarché. On va dans celui où on va de manière plus habituelle, ou qui est le plus proche, ou qui est le moins cher, ou qui est ceci ou cela, mais c'est vraiment son supermarché. Et en fait, ce qui se passe dès qu'on entre dans son supermarché, on est dans une espèce de pilote automatique comme ça, et on reste pas une heure devant le rayonnage des yaourts pour comprendre lequel est le moins cher et lequel assouvit le mieux notre besoin de calories, mais on passe devant et on prend le yaourt pour lequel on a pas du tout décidé à n'importe quel moment de notre vie que ce serait le meilleur yaourt pour nous, mais c'est simplement le yaourt qu'on a l'habitude à consommer. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre essayer de comprendre le monde à travers une série d'actes qui se succèdent, où on est consommateur de façon extrêmement séquentielle et de façon extrêmement détachée, et avec une idée aussi de rationalité derrière, où on essaye de se donner une perspective qui rend peut-être mieux compte de la complexité de notre être du quotidien, en fait. Parce que manger, ça fait partie de nos pratiques quotidiennes, et la façon dont nous mangeons n'est certainement pas très raisonnée, mais elle se fait de la façon dont on le fait parce que voilà, c'est une question de culture, une question de position sociale, une question de ceci, une question de cela. Et donc on est plutôt enchâssé dans ce qu'on appelle des pratiques du quotidien que vraiment des actes de consommation. Que ça, c'est quelque chose qui pour moi est relativement important à comprendre, qui correspond à peu près à ce que la sociologie contemporaine de la consommation nous propose. Et donc dans ce type d'entendement, peut-être dans une perspective un peu plus théorique, on distingue 3 grands axes qui déterminent ces pratiques du quotidien. Le premier axe est très évident, ce sont les artefacts, ce sont les choses, les objets, qui effectivement déterminent pour beaucoup de ce qu'on fait. La disponibilité d'objets qui nous permettent de nous mouvoir détermine beaucoup nos pseudo-choix de mobilité. Si on n'a pas accès à une voiture, ça va être vite fait de raisonner sur est-ce que je vais prendre ce matin la voiture ou pas. Si on n'a pas de jambes, ça va être vite fait de raisonner est-ce que je prends le vélo ce matin ou pas. Donc la résultante des pratiques quotidiennes dépend des artefacts et de l'accès de l'artefact. Ça c'est le premier axe, ça c'est évident. Le deuxième axe est un axe de représentation. Il est évident que si je choisis je sais pas, tel mode de mobilité, de transport, c'est aussi parce que je m'en fais une certaine représentation. Si je prends le matin mon SUV, je le fais aussi pour un certain nombre de raisons de me faire reconnaître, identifier dans la société, dans le brouhaha urbain généralisé. Et donc l'utilisation, les pratiques quotidiennes, mais aussi l'utilisation des objets, des artefacts, nous fait aussi quelque chose dans notre façon de comprendre le monde, quelque part. Et c'est une façon de nous insérer dans la société. Et puis un troisième axe, une troisième couche de lecture est une lecture de compétences. Parce que beaucoup de pratiques du quotidien sont définies par le degré de compétence que nous avons pour faire ceci ou faire cela. À nouveau, l'exemple du vélo est assez classique. Je ne peux pas décider demain de devenir cycliste si je ne sais pas rouler à vélo. Donc il faut que j'ai un accès au vélo. Il faut que, quelque part, j'ai dans ma tête l'idée que faire du vélo, c'est le bon switch à faire.
Donc, une question de représentation. Et puis, il faut aussi un aspect de compréhension. Il faut que je comprenne vraiment quelles sont les compétences que j'ai besoin en fait, pour faire du vélo en fait, au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire de bouger en tant que cycliste dans le trafic urbain aujourd'hui à Bruxelles. Donc, voilà, trois axes, artefacts, compétences et représentation. Dans notre utilisation quotidienne du plastique, on a l'impression qu'en fait, le plastique n'est pas forcément l'objet final et qu'il est plutôt inclus dans quelque chose d'autre. On n'utilise pas le plastique pour du plastique, mais pour des propriétés qu'a le plastique. Est-ce que ça lui donne une place particulière comme bien de consommation, ou est-ce que ça a un impact sur la manière dont on décrit la consommation du plastique? J'aurais tendance à dire que du coup, le plastique, il devient, ou en tout cas le plastique d'emballage, hein, si c'est ce type de plastique dont on parle, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont pleines de plastique. Moi, je vois ici sur la table, ici devant nous, plein de choses qui sont en plastique, qui ne sont pas de l'emballage. À part la table, presque tout est du plastique, et puis un peu de métal aussi. Mais certainement, le plastique d'emballage a ceci de particulier qu'il n'est pas directement visé en tant que pratique du quotidien ou en tant que consommation, si on veut. Et donc forcément, on pourrait penser qu'il serait plus facilement remplaçable, et ce, uniquement sur un niveau de changement de technologie, en fait. Hein, de changer une technologie qui est le plastique pour un emballage vers une autre technologie qui peut être... je ne sais pas, de l'emballage, du faux plastique, entre guillemets, du bioplastique fait à partir de maïs, par exemple, ce genre de choses. Et vous avez parlé de pratiques, si je comprends bien. Est-ce que ça peut expliquer le fait que donc, la consommation ne se réduise pas uniquement à l'acte de consommer, mais à ces trois piliers des pratiques, la difficulté que peut représenter le changement, du coup, dans les choix de consommation? Oui, alors, inhérent à cette idée de pratique du quotidien, et l'idée d'arrêter de penser qu'on puisse poser des actes de consommation en réfléchissant bien et en se disant « Oh, zut, ceci va générer un impact négatif que je veux éviter et donc je n'ai qu'à arrêter de consommer ceci ou consommer autre chose à la place. » Ça, c'est vraiment une des conséquences vraiment primaires de cette espèce de practice turn. En anglais, il y a ce terme practice turn, donc on change vers une lecture de pratique, practice turn. Et c'est aussi de se dire, donc quelque part par ricochet, que... Le comportement de consommation en tant que tel ne se laisse pas changer, juste parce que j'ai décidé que je vais le changer maintenant. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait, par définition. C'est impossible que ça se passe comme ça, parce que l'acte de consommation n'existe plus dans une lecture par les pratiques, quelque part. Et c'est certainement que ce qu'on constate dans la société aujourd'hui, c'est que les gens qui croient changer de consommation, en fait, ils sont en train de changer de vie. Et peut-être qu'ils l'expriment ou ils le verbalisent ou ils se font une idée qu'ils sont en train de changer leur consommation, mais en fait ils sont en train de changer leur vie. C'est pas juste ah non, j'arrête de prendre la voiture, là je suis cycliste. C'est bien évidemment pour ceux qui ont essayé de le faire que c'est vraiment je crois pas que c'est difficile, c'est pas plus difficile qu'autre chose, mais c'est quelque chose qui ne se laisse pas comprendre si on réfléchit ça comme étant un simple acte, une simple décision, et puis le lendemain, ce sera différent. Donc, les pratiques du quotidien sont vraiment insérées dans le quotidien. Et donc, vu que chaque quotidien, jusqu'à un certain degré, se ressemble, demain va être plus ou moins la même chose que hier, qu'aujourd'hui. Si je veux, entre guillemets, consommer différemment, il faut que je monte mon quotidien de manière différente, en fait. Si je veux plus prendre la voiture, il faut que je change beaucoup de choses qui dépendent jusqu'à un certain degré de cette voiture. Et donc la pratique de la mobilité, la pratique de la voiture est insérée dans un grand sac de comment j'organise ma mobilité. Et dans la société aujourd'hui, la façon dont j'organise ma mobilité va avoir une influence énorme, jusqu'à un certain degré, même où est-ce que j'habite. Et si j'ai la liberté de choisir où je vais habiter demain, si je peux ouvrir ça aussi, cette pratique-là aussi, la pratique du logement, la pratique de l'habitat, forcément, peut-être que si je me suis découvert une âme environnementale, je vais adapter ou je vais essayer de me poser là ou de redéfinir mes pratiques de façon à ce que je puisse rencontrer effectivement ces nouveaux besoins que je ressens, ce nouveau dada environnemental ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que les pratiques, effectivement, les consommations sont très très difficiles à changer, simplement parce que d'abord elles n'existent donc pas, mais puis, vu qu'un acte de consommation... et il y a un autre acte, induit un autre acte, et ainsi de suite, sans non plus finir jusqu'à aller se coucher. C'est un effet domino qui est extrêmement difficile à vraiment changer, en quelque sorte.
Alors, ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est quelque part l'inverse, en fait. Il n'est pas vrai que nous ne changeons pas de comportement. Là, nous vivons, enfin, moi, je vis en tous les cas sous l'emprise de contraintes sanitaires très fortes. Et en fait, je change mon comportement, pas tous les jours, mais une fois toutes les 2 semaines ou toutes 3 semaines ou quelque chose comme ça, en fonction de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, et en fonction de est-ce que je peux aller dans tel magasin ou pas, est-ce que je dois prendre rendez-vous ou pas, et est-ce que machin, et est-ce que ceci ou est-ce que cela. Et donc, ça change bien évidemment. Alors, ça change pas au quotidien, et ça change pas parce que je me suis mis en tête que maintenant je vais changer quelque chose, mais ça change par un jeu de contraintes, opportunités, artefacts qui deviennent accessibles, représentations que je me fais de comment le monde devrait tourner, et de compétences. Par exemple, en sociologie de la consommation, il y a toute une série de travaux qui sont faits de manière longitudinale, sur des biographies, sur des vies entières. Et on voit que, de toute évidence, le long d'une vie, on change énormément de consommation. Là, vous êtes du côté des étudiants, il vous attend bientôt le grand switch, quoi. À partir du premier salaire, vous allez commencer à devenir des consommateurs qui sont totalement différents, qui n'ont plus rien à voir avec l'aujourd'hui. Vous allez commencer à imaginer consommer, entre guillemets, des trucs qui vous semblent un peu théoriques pour l'instant. Le Belge moyen, dès qu'il commence à travailler, il commence à mettre de l'argent de côté pour acheter un bien immobilier, par exemple. Acheter un bien immobilier, ça va contraindre énormément tout ce que vous allez faire par après. Vous allez probablement avoir accès à un bien immobilier XY qui va se trouver dans tel endroit, et ça va définir votre consommation de mobilité, entre guillemets. Ça va définir là où un peu plus tard vous allez pouvoir mettre vos enfants à l'école. Ça va définir votre supermarché, ça va devenir ce que vous mangez le soir, et ainsi de suite. Donc, il y a des grands épisodes comme ça dans une vie d'Européens qui induisent des grosses ouvertures en termes de changement de vie, et qui sont généralement, une fois qu'on est vraiment face à ses premiers salaires, ça c'est vraiment le premier moment. Le deuxième va être la famille, généralement quelques années après, 10, 20, 5, 2, 3, je ne sais pas exactement, mais viendra une famille, et il y a beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont aussi impactantes sur la conduite d'une vie, d'un quotidien, qu'avoir tout à coup des enfants. Et puis la prochaine étape, ça va être la mise à la retraite, où le salaire en tant que tel disparaît. Et aussi la relation à la famille a très très fortement changé, et on se retrouve dans toute une autre condition, et donc il y a des moments dans la vie comme ça où effectivement tout change. Mais il faut savoir que les choses ne changent pas parce qu'on a décidé que ça devrait maintenant changer pour demain. C'est très 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 impossible. On peut pas juste décider que là demain je vais faire les choses d'une façon totalement différente. C'est impossible. Et donc, j'aimerais reprendre, vous parler justement du contexte sanitaire et du fait qu'on a pu donc changer de pratique. Et le législateur a quand même eu un rôle assez important à ce niveau-là. Est-ce que, du coup, il n'aurait pas une place dans l'inflexion des comportements individuels à prendre pour favoriser ou en tout cas pour influencer les modes de consommation des citoyens? Oui, bien sûr. S'il y a une influence majeure, bon, quelque part, tout mon argumentaire est un argumentaire contre le pouvoir de la décision personnelle comme ça. Donc, par contre, là où il y a beaucoup d'influence, beaucoup de choses qui se créent, beaucoup de modes de consommation qui se créent, c'est à partir d'un ensemble de contraintes plutôt exogènes comme ça. Mais bon, ça peut être des contraintes, ça peut aussi être des opportunités, quoi. Hein. Et ces contraintes et ces opportunités sont formées pour beaucoup par le législateur, oui, clairement. Par l'acteur public ou par nous tous. Et c'est évident. Si on reste avec cette histoire de cyclisme du quotidien, depuis la crise sanitaire, les différentes mesures qui ont été imposées ont beaucoup changé pour beaucoup de gens la façon dont ils définissent leurs pratiques de mobilité du quotidien. Parce que d'un côté, il y a eu des artefacts qui ont été mis avec pinceau et peinture blanche sur les voiries. Il y a un côté représentation, certainement. Tout à coup, c'était un peu comme maintenant, comme cette année-ci. Il faisait tout à coup très, très, très beau. On avait tous envie de beaucoup de sortir. Et donc, tout le monde était dehors. Et la façon de se faire de façon sympa, pour ne pas rester en déant les 20 mètres de sa maison ou de son appartement, était de prendre le vélo. Donc, c'est devenu quelque chose qui avait aussi une représentation très positive, je crois, dans la tête des gens. L'artefact était là. Et puis, les compétences se sont aussi développées quelque part au fur et à mesure que ça venait. J'ai beaucoup de
copains qui, avec des petits-enfants, ont réussi en un tour de main à apprendre à tous leurs enfants à aller en vélo. Et ça a été très, très rapide, quoi. Donc le législateur, oui, mais je crois que si on regarde le quotidien comme ça, le législateur a une emprise énorme sur comment nous définissons. Il fixe les heures d'ouverture des magasins, du supermarché, il fixe énormément de choses. Les normes de produits, les normes de services sont des agents contraignants très, très, très forts aussi. Le législateur, depuis toujours, a essayé d'avoir une influence sur les phénomènes de comportement, ça c'est clair. Il a toujours voulu interdire, ou plus ou moins interdire, ou bannir un certain nombre de choses qui sont devenues risquées ou pas très bon pour la santé, et ainsi de suite. Voilà, je sais pas, la cigarette par exemple, qui était longtemps un imaginaire de liberté, est devenue très, très, enfin, pas très rapidement justement, mais ça c'est encore une autre histoire. Pourquoi c'était pas plus rapide que ça? Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui vont à l'inverse de ça, et carrément, je crois, on peut dire, est combattu par l'acteur public en fait. Voilà. Donc, je crois pour des raisons environnementales et pour le plastique, c'est pareil. A priori, le plastique sachet supermarché a disparu. Non pas parce qu'on a tous décidé individuellement de ne plus en avoir, mais parce que le législateur, à un moment donné, s'est dit il y a des alternatives faciles, pas plus chères, et donc on va juste imposer la disparition du sac plastique à la caisse, quoi. Et pour plein d'autres utilisations du plastique, ça va être pareil, je crois. Ça va juste disparaître. Alors ça va disparaître parce que d'un côté, évidemment, ça arrange un certain nombre d'agents économiques aussi, hein, ça arrange certains producteurs, parce que ça crée de nouveaux marchés, et puis le pétrole, enfin il y a une sorte de projection comme quoi le pétrole un jour va vraiment devenir cher, et donc c'est un peu bête, entre guillemets, de le gaspiller, et donc il faut le garder pour des utilisations plus nobles que du sachet plastique et des choses comme ça. Mais oui, l'acteur public, c'est lui qui montre où on devrait aller. Maintenant, c'est pas lui qui fixe non plus les comportements au quotidien. Ça veut pas dire que je peux pas aller aujourd'hui dans un magasin et si j'ai absolument envie d'avoir un sachet plastique, je vais avoir mon sachet plastique, ça c'est clair. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On aime finir nos interviews avec quelques recommandations. Est-ce que vous auriez un livre, un documentaire, une action, même ou un événement pour lesquels nos auditeurs pourraient s'intéresser ou parcourir? Alors, il y a une collègue française qui écrit énormément ces derniers temps depuis une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça, sur les pratiques du quotidien en matière de consommation. Elle s'appelle Sophie Dubuisson-Kellier. Et son bouquin le plus lu, je crois, s'intitule La consommation engagée. Et c'est sorti aux presses de Sciences Po de Paris. Et donc ça, c'est quelque chose que je propose à mes étudiants aussi de parcourir, parce que c'est un livre qui existe en 2e ou 3e édition déjà, et qui retrace un tout petit peu l'ensemble de la... Qu'est-ce qui se passe si j'applique en fait une lecture de type théorie des pratiques, approche par les pratiques sur des phénomènes comme la consommation. Eh bien, merci beaucoup d'être venu intervenir. C'était notre 2e podcast de la série Au Grand Air. Encore merci, Monsieur Boller, pour votre temps. Merci pour l'accueil. C'était le 2e épisode de Au Grand Air, une série sur la préservation de la biodiversité, produit par le Student Green Office de l'ULB. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références dont il a été question dans cet épisode sur notre page Instagram Green Office ULB et notre page Facebook ULB Environnement Student Green Office. Un grand merci à Radio Campus pour ses locaux et son soutien technique. Vous pouvez retrouver leurs émissions sur la fréquence 92.1. Merci pour votre écoute et à bientôt.